ça allait. Mais le soir, il y avait des morts qu'on n'avait pas retrouvés, donc des fois c'était long. Et quand ça durait trop longtemps, moi je tombais dans les pommes. Et quand le SS repassait pour nous raconter pour la Xème fois, il me remettait debout. Et si on ne m'avait pas remis debout, ceux qu'on ne remettait pas debout, on les mettait sur le côté avec les mourants et les morts. Puis après, on les envoyait à ce qu'on appelait le révire, c'est-à-dire la pseudo-infirmerie, qui était simplement une salle d'attente pour la chambre à gaz. Et quand c'était plein, on les envoyait à la chambre à gaz. Bref, voilà comment ça se passait. Et tout ça, c'était pour ceux qui géraient le camp, c'était aussi une obligation. C'est pas pour leur donner des excuses, mais je veux dire qu'il arrivait sans arrêt des trains. Le camp, quand je suis arrivé, c'était un petit camp. Mais avec les déportés, ils vont construire un camp immense. Et donc, dans ce petit camp, il n'y avait pas de place. Et comme il arrivait toujours du monde, ils avaient l'ordre, les chefs, de tuer pour faire de la place. Enfin, bref. Donc, moi, j'ai vécu ce cauchemar pendant 2 mois. Et puis, au bout de 2 mois, j'ai été pris avec d'autres. On m'a envoyé ailleurs. Donc, mon père, je ne le voyais déjà plus. De ma sœur, je n'ai jamais rien su. Mon frère, j'ai été séparé à ce moment-là. On m'a envoyé dans un autre camp. En fait, notre groupe est arrivé à 3 km de là, dans le camp qu'on appelle Auschwitz 1, puisque le camp où j'étais, c'était Birkenau. Mais ça fait partie de la même administration. Donc de Birkenau, je suis passé à Auschwitz 1, où je suis resté dans la même baraque au bloc 7 pendant 1 an, dans un commando qui s'appelle la Morschule. La Morschule, ça veut dire école de maçonnerie, ou centre du bâtiment, où on était censé nous enseigner à construire, puisque le but c'était d'agrandir immensément le camp, puisqu'ils savaient qu'ils avaient le projet d'envoyer, d'arrêter et d'exterminer tous les juifs d'Europe, en tout cas des pays que l'Allemagne avait envahis. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on agrandissait, qu'on avait construit des crématoriums et des chambres à gaz les plus efficaces possibles. Et voilà, donc, moi, après l'année passée dans Auschwitz, un jour je suis pris avec d'autres, je suis toujours pas mort, j'en bave toujours, je fais toujours des boulots et je reçois des coups comme tout le monde. Et puis tout le monde meurt plus ou moins autour de moi. Et puis je suis pris avec d'autres et on me renvoie en convoi de nouveau. Et ce convoi, ce sera un retour à Birkenau. Donc je ne retrouverai pas mon frère. Le camp, il sera devenu énorme, mais le petit camp, c'est devenu un camp immense. Et puis là, je vais rester encore 1 an. Alors je vous passe sur les détails. C'est moins dur qu'au début, parce qu'au début, il n'y avait pas encore les usines de la mort. C'était pas encore la mort industrielle. Au début, c'était à coups de bâton, c'était la mort artisanale, disons, parce qu'on nous tuait dans le camp par la maladie, par le travail, par les coups, bon. Mais après, quand les convois arrivent, la plus grande partie des gens qui descendent du train, on les gaze. Et il y a ce qu'il faut pour le faire. Mais il y a même une période, quand ce sera mai-juin 1944, au moment où ils vont rafler les Juifs de Hongrie, ils arriveront tellement nombreux qu'ils arriveront à les gazer, mais ils ne pourront pas les brûler tous, et ils seront obligés de creuser des fosses et de les jeter dans les fosses pour les brûler. Enfin voilà, bon. Au bout de 28 mois, on est fin octobre, le 28 octobre 1944, et à ce moment-là, les armées soviétiques approchent, et ils décident d'évacuer en grande partie le camp. Moi, j'ai l'impression qu'ils vident le camp, mais en fait, il en restera. Et ils nous font monter dans des trains, ils nous envoient en direction de Berlin, dans un camp qui s'appelle Sachsenhausen. Moi, j'ai déjà 28 mois de camp. Donc, j'arrive là-bas, c'est un camp près de Berlin. On va rester 8 jours sans travailler, puisqu'on est là en attendant de nous envoyer ailleurs. Et puis, moi, avec d'autres, on m'envoie dans un camp qui est voisin, qui s'appelle Oranienburg. Les 2 camps ont la même administration. Oranienburg, c'est une usine où on fabrique des avions, donc c'est des grands hangars, des grands halls. Et là, toutes les nuits, il y a alerte. Et nous, on voit le ciel plein d'avions
mais on a l'impression qu'il y en a des centaines de milliers qui vont vers Berlin et qui vont bombarder Berlin. Donc on comprend que la situation est en train de changer, que ça bascule, et puis on sait par les nouveaux arrivants que les Allemands sont en train de perdre la guerre. Il y a eu le débarquement de France, il y a eu Stalingrad, donc ça nous donne un peu le moral. On sait que nous, on nous exterminera puisqu'ils ne laisseront pas de témoins derrière eux, c'est la règle du camp, mais qu'ils n'emporteront pas au paradis, qu'ils sont en train de perdre la guerre. Enfin, quand même, nous, on voit ça avec bonheur. Et puis, on nous envoie, moi avec d'autres, dans ce qui sera le dernier camp, qui s'appelle Ohrdruf. Et ça dépend de Buchenwald. Le camp, les ordres sont donnés au camp de Buchenwald. Nous, on est quand même à 60 km du camp de Buchenwald, dans ce camp d'Ohrdruf. Et c'est là où je serai jusqu'à la fin. Et pour vous faire court de ce camp-là, quand les Américains ont été très proches, avec un camarade, j'ai réussi à m'évader. On s'est caché dans la nuit, et puis la nuit, on est descendu dans la ville qui était à 3 km. Et là, j'ai pu, parce que j'avais une fois croisé un prisonnier de guerre français, qui était de Livry-Gargan, qui s'appelait Louis Bevin, qui était un boucher, et qui avait dû être fait prisonnier quand il était encore tout jeune, et qui avait fait 5 ans de guerre pour les gens qui ont été faits prisonniers autour de mai-juin 1940. Là, on était en avril 1945, et un jour où j'avais été pris pour faire une corvée pour aller chercher de la viande dans la boucherie de la ville pour le camp des SS, pour la cuisine, l'amener à la cuisine qui faisait la bouffe pour les SS. Ce prisonnier de guerre, boucher de son métier, il faisait le tour des déportés qui chargeaient et déchargeaient, puis il chuchotait pour ne pas se faire repérer par les SS, ni par les capots. Il demandait s'il y a des Français, s'il y a des Français. Moi j'ai dit, moi je suis français. Bon, et puis il m'a dit, prends un seau avec moi. Donc on a fait mine de se rentrer avec une charge, quoi. On est en train de faire le boulot. Et à l'abri, il m'a dit, tiens bon, il n'y en a plus pour longtemps, les Américains sont tout prêts. Et puis si tu arrives à te sauver, on te cachera. On est plusieurs prisonniers de guerre français, on peut te cacher jusqu'à la fin. Mais même mon patron, le boucher allemand pour lequel je travaille, c'est un anti-nazi. Tu peux avoir confiance. Et donc, dans la nuit, on s'est évadé. C'est là où on est allé. Et ils nous ont accueillis. Ils nous ont enlevé nos vêtements de bagnards. Et puis, ils nous ont donné des vêtements de prisonniers de guerre. Prisonniers de guerre, ils avaient sur leurs vêtements, dans le dos, à la peinture, écrit un K et un G. En allemand, ça fait Kriegsgefangene, prisonnier de guerre. Donc ils m'ont donné un truc comme ça, mon copain aussi. Mon copain, c'était un juif polonais qui avait 10 ans de plus que moi. Et donc ils nous ont cachés, c'était la nuit, et le lendemain, dans la journée, les Américains rentraient dans la ville. Il y avait les tanks qui sont rentrés, qui sont stationnés dans la rue principale, là où nous on était cachés derrière la fenêtre, et puis on regardait, on a vu ça. Donc à partir de ce moment-là, on a considéré qu'on était libre. Et pour nous, c'était la fin de la guerre. Alors, je pourrais vous raconter encore longtemps le retour. Mais sachez que j'ai retrouvé ma mère et que quand je suis arrivé dans le sud de la France, parce que les Américains nous ont rassemblés dans un endroit, tous ceux qui devaient rentrer en France, les prisonniers de guerre, les travailleurs essentiellement, et moi ils m'ont mis avec les autres, et le train nous a ramenés en France. J'étais toujours avec mon copain prisonnier de guerre, Louis Bevin, de Livry-Gargan, et quand on est arrivé dans le grand centre de rapatriement, ils nous ont triés un par un pour nous donner une fiche de rapatrié provisoire, et puis pour détecter ceux qui étaient recherchés, parce qu'ils recherchaient des gens qui essayaient de se faire passer pour des prisonniers de guerre ou des travailleurs, mais qui étaient recherchés par la police, ou par l'armée, je ne sais pas, des traîtres ou des criminels ou je ne sais quoi. Ouais. Et donc moi ils m'ont demandé mes papiers, j'en avais pas. Je leur ai dit, mais moi j'ai pas de papiers, mais il nous faut des papiers.
tout le monde avait les papiers. Alors j'ai dit, vous voyez bien, je suis tatoué, j'ai le crâne tendu. Donc ils n'attendaient pas de déporter, il n'était pas question de déporter, de déportation, de tout ça. Eux, ils étaient là pour accueillir les travailleurs obligatoires, les travailleurs volontaires et les prisonniers de guerre. Donc moi, ils m'ont demandé où j'avais été, dans quel camp, j'aurais dit les noms des camps, que je vous ai cités. Ils m'ont dit, vous avez un accent allemand. Bon, j'étais un peu agacé, énervé, alors j'ai demandé aux prisonniers de guerre, eux, ils étaient avec moi dans la ville. Donc les prisonniers sont venus, ils ont expliqué, ils ont dit, vous savez pas, vous n'imaginez pas ce que ces gens-là ont souffert. Bref, ils sont devenus tout de suite très, très gentils avec moi. Et puis ils m'ont demandé qui il fallait prévenir. J'ai donné, moi, l'adresse de ma mère, de mes grands-parents, qui étaient à Paris. Mes grands-parents, je ne savais pas encore qu'ils avaient été déportés 1 an après moi. Donc, vu leur âge, je savais qu'ils avaient été exterminés le jour de leur arrivée. Enfin bref. Donc les prisonniers de guerre, il y avait des messages. Pour eux, on disait le soldat un tel, le prisonnier un tel, ou le monsieur un tel, il y a sa femme qui l'attend, il y a sa mère qui l'attend à la gare, etc. Et pour moi, il n'y avait toujours rien. Alors, quand il a été question de prendre le train, le prisonnier qui avait, je ne sais pas, peut-être 25, 26, 27 ans, il a dit, moi je l'amène avec moi, si vous êtes d'accord, je vous laisse mes coordonnées, mon téléphone, mon adresse, et puis si vous retrouvez sa famille, vous appelez, il sera chez moi. Donc ils ont été d'accord, et je suis rentré à la gare de l'Est, sa femme l'attendait, avec la voiture, donc elle nous a embarqués. Lui, il a dit, le gosse, je t'expliquerai plus tard. Bon, elle n'a pas moufté, elle n'a rien dit, elle était trop heureuse de retrouver son mari, parce qu'ils étaient très jeunes tous les deux, donc ils s'étaient mariés peut-être dans les mois qui avaient précédé son départ à la guerre. Elle le retrouvait 5 ans après. C'est elle qui avait tenu la boucherie pendant tout le temps où son mari était absent. Et là, tout d'un coup, il revenait. Elle ne lui a pas demandé d'explication. On est arrivé à Livry-Gargan, chez eux. Il y avait la famille qui était autour de la table. C'était le repas de midi, ils les attendaient. Ils l'attendaient, lui. Donc, ils ont mis un couvert pour moi. Et puis, pendant le repas, le téléphone a sonné et il est revenu en me disant, on a retrouvé ta mère. Elle est en vie, tes frères et sœurs aussi. Et ils sont à votre appartement où vous étiez avant la guerre. Et ta mère t'attend. Donc j'ai pas fini le repas. Et puis il a appelé un taxi. Et puis avant d'appeler le taxi, il a demandé timidement à sa femme s'il pouvait me donner un peu de viande. Et elle lui dit, mais c'est toi le patron, tu fais ce que tu veux. Et il a remis son tablier, il a pris son couteau, il l'a équipé. Puis il a dit, vous êtes combien? Alors j'ai compté, ma mère, bon, il a coupé un beefsteak pour chacun. Il m'a mis ça dans ma musette. Et puis je suis parti en taxi au 159 rue du Château des Rentiers, dans le 13e arrondissement de Paris, dans la cité. Je suis passé sous le porche, et puis dans la première cour, au 3e étage, j'ai vu ma mère qui était là, comme ça, qui attendait son fils. Elle a vu son petit garçon qui revenait de la guerre, mais tout seul, sans son mari, sans sa fille et son autre fils. Voilà, mais moi j'étais heureux, j'ai retrouvé ma mère, j'étais libre, j'allais avoir 18 ans, j'étais à Paris. Entre-temps, mes premières balades dans Paris, qu'est-ce que vous croyez que j'ai fait? J'avais passé 3 ans dans un camp avec des hommes. J'avais 18 ans, j'avais déjà les hormones qui me travaillaient. Et quand je me baladais, je regardais les filles, bien sûr. Et j'ai très vite compris que le célibat, tout ça, c'était pas ma vocation. Alors j'étais extrêmement timide. Timide parce que pendant 3 ans, je n'avais jamais adressé la parole à une fille. Mais ça ne m'empêchait pas de rêver de l'avenir et de... Bref, j'avais des projets pour l'avenir et j'étais très 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 heureux et j'avais qu'une idée en tête, c'était de rattraper le temps perdu. Bon, je ne savais pas encore que j'étais revenu avec une tuberculose pulmonaire, mais bon, la vie a recommencé. Puis et souvent on me pose la question,
est-ce qu'après tout ça, ça a été difficile de me réinsérer dans la vie? Pour moi, pas du tout. D'abord, j'ai eu la chance de retrouver ma mère, mes frères et sœurs, mais pas du tout parce que j'avais été prisonnier, je ne l'étais plus, j'étais libre, j'avais crevé de faim, là je pouvais manger, je pouvais aller où je voulais. Bon, les filles, je vous en ai parlé. Tout ça, j'avais des rêves en tête, j'avais envie de les réaliser. Et je pensais qu'après Auschwitz, plus rien ne serait difficile. Et puis quand un de mes copains, qui était médecin et qui était de mon convoi, qui avait été déporté dans le même train le même jour que moi, et on s'était connus dans le camp, et qui m'a demandé qu'est-ce que tu vas faire maintenant. J'ai dit bah, écoute, j'en sais rien. On nous avait distribué des listes de métiers par ordre alphabétique, j'ai regardé ça, ça m'inspirait pas beaucoup. Lui m'a dit tu sais, moi je te connais, t'es pas trop bête, tu as une bonne mémoire, dans le camp tu parlais toutes les langues du camp. Je parlais l'allemand, le russe, le polonais, le yiddish, un peu d'hongrois, un peu de hollandais, bref. Tu devrais essayer de passer ton bac. Je lui ai dit qu'est-ce que c'est le bac? Il m'a dit qu'est-ce qu'il faut faire? Il m'a dit c'est un examen mais il faut s'inscrire dans un lycée. Voilà. Puis à ce moment-là, il y a une nouvelle aventure qui a commencé et qui a abouti puisque j'ai fait mes études malgré beaucoup de difficultés, d'abord parce qu'on ne voulait pas de moi dans les lycées, parce que j'avais été à la mairie du 13e arrondissement, il y avait un service qui s'occupait de l'aide aux victimes de guerre, et j'avais trouvé un type très sympathique qui avait été dans la résistance et qui occupait ses fonctions à la mairie, et puis il m'a dit, bah, je vais te donner les listes des lycées, puis tu vas aller... ce que j'ai fait, je me suis présenté partout dans les lycées, les proviseurs des chefs des différents lycées me disaient ah c'est bien triste mais c'est pas possible parce que on peut pas vous prendre parce que vous avez 18 ans et puis il faudrait vous faire entrer en 6e. Ils me faisaient écrire quelques trucs, ils voyaient bien que j'avais perdu l'orthographe, j'écrivais phonétiquement pendant 3 ans, j'avais ni lu ni écrit un mot en français, donc ils me disaient 18 ans en 6e ce serait ridicule et puis vous n'avez pas le niveau de la 6e même. Ben, c'était vrai, donc ils m'ont refusé partout. Alors après, il m'a donné des adresses de lycée qui étaient plus loin de chez moi. Sur la rive droite, c'était pareil. Et puis, il était furieux, il disait, c'est pas juste, c'est pas normal. Et il voulait qu'on fasse quelque chose pour m'aider à reprendre et à rattraper le temps perdu. Puis un jour, il m'a dit, tu sais, on s'y prend mal, j'ai une idée. Il y a dans le 13e arrondissement un directeur d'un cours complémentaire, c'était un collabo. Il était pour les nazis, pour les Allemands. Nous, on l'a à l'œil, nous, la résistance, on l'a à l'œil. Et puis, il le sait. Donc, c'est lui que tu vas aller voir. Il m'a fait une lettre de recommandation sur papier en tête de la résistance, rayée de bleu, blanc, rouge, et puis, bref. Et moi, je suis allé avec la lettre voir le directeur, et le directeur, il a eu la trouille. Et puis, il m'a dit, mais bien sûr, naturellement, mais c'est la moindre des choses. Et lui, il m'a accepté. Il m'a même dit, je vous propose, si vous êtes d'accord, de vous faire entrer, au lieu de vous faire entrer en 6e avec les petits, vous mettre avec les plus grands en 3e. Moi, je ne me rendais pas compte parce que je n'avais aucune idée des programmes en fonction de la classe. Donc j'étais content. Puis ça a démarré comme ça. Alors, je ne vous dis pas les difficultés que j'ai eues parce qu'au début, évidemment, je ne comprenais rien. Je n'ai jamais fait de mathématiques, de géométrie, etc. Enfin bref. Il n'y a qu'un truc où j'étais plus fort que les autres, c'était en allemand. Bon, mais voilà, ça a borné à ça. Donc ça a été beaucoup de travail. Et puis, ceux qui veulent les détails, vous lirez mon livre, il est maintenant livre de poche. Mais avec le retard que j'avais, 2 ans et demi après, j'entrais à l'université avec mon baccalauréat. Donc ça supposait vraiment, c'était marche ou crève, j'avais décidé de faire mes études et j'ai bossé comme j'avais personne dans ma famille autour de moi pour m'aider. C'était très compliqué, difficile, mais enfin ça a marché et puis j'ai pu m'inscrire à la faculté des sciences parce que pour entrer en première année de médecine, il fallait un diplôme de physique, chimie, de biologie, qu'on appelle PCB. Et je me suis inscrit en vitesse
parce qu'à l'époque, il y avait des sessions spéciales pour ceux qui avaient perdu du temps pendant la guerre. Donc, au lieu d'attendre juin, juillet pour passer mon bac, j'avais pu le passer dans une session spéciale en février. Et donc, je me suis vite inscrit à la fac des sciences en espérant pouvoir avoir mon diplôme en juin, juillet pour rentrer en première année de médecine. Et puis là, je ne pouvais plus apprendre, ça ne marchait plus, je m'endormais sur mes livres. Et puis je me suis mis à cracher du sang, donc on m'a hospitalisé, on a découvert que j'avais une tuberculose pulmonaire. Et donc j'ai passé 3 mois à l'hosto, et puis à l'hôpital, à Cité Universitaire à Paris, il y a un hôpital. Et puis on attendait qu'on trouve une place, enfin avec d'autres qui avaient aussi la tuberculose, qu'on trouve des places dans les sanats. Et puis il y avait un sanat d'étudiants dans les Alpes, à Saint-Hilaire-du-Touvet, donc on rêvait tous d'aller là-bas. On rêvait tous d'aller là-bas parce qu'il y a un sanat de filles à côté. Bon, donc quand on est soigné pour la tuberculose, le temps est long parce qu'on n'a rien à faire, on se repose, les filles c'était pareil, bref. Donc c'était quand même plus facile de passer son temps, souvent du temps long, parce que c'était facilement une année, 2 années. Bon, moi j'ai pas eu de peau. On m'a envoyé dans un sanat en Allemagne. Pour vous dire qu'ils n'étaient pas très... Bref, ils ne prenaient pas de gants avec moi et ils ne s'attendrissaient pas sur mon sort. C'était la zone d'occupation de l'armée française en Allemagne. Il y avait un sanat et il y avait de la place là-bas, on m'a envoyé là-bas. Bon, j'ai terminé ma médecine après avoir fait une rechute encore plus tard. Et puis je me suis installé à Paris comme médecin de médecine générale. Et puis il y avait quand même des bons côtés, le fait que j'avais appris l'allemand. Un jour un copain m'a ramené, c'était au début, la première année, c'était un étudiant anglais lui, et puis il fréquentait l'Alliance française. L'Alliance française c'est un endroit où les étrangers qui viennent en France, les jeunes surtout, ils vont pour prendre des cours de français. Et il y avait une jeune allemande, je devais avoir 18 ans à l'époque, qui était malade, qui ne parlait pas le français du tout encore, et puis qui n'avait pas de sous, qui n'avait pas d'argent. Et puis lui, il lui a dit, écoute, j'ai un copain, moi qui est médecin, puis il parle allemand. Puis il est sympa, il va te soigner sans te faire payer. Et puis il a toujours des échantillons médicaux, il te donnera des médicaments, ça. Tu n'auras pas d'argent dépensé à la pharmacie. Bref, elle est venue, je l'ai soignée, et puis elle est repartie. Puis je l'ai sûrement bien soignée, puisque un jour elle apporte au client qui sonne, on a besoin de quelqu'un. Et donc elle est venue se présenter, je l'ai embauchée, et puis on est tombé amoureux, puis on s'est mariés. Et puis en ce moment, on est à la maison. Tout ça pour vous dire qu'il y a eu des bons côtés aussi, et que la vie a repris ses droits. Et puis elle a vite appris le français. Et moi j'ai continué à m'entretenir dans l'environnement. Et puis pour vous dire aussi que j'étais très heureux, j'étais très amoureux, j'ai fait un métier que j'adorais faire. Et voilà, bon, si vous avez des questions à me poser, je crois que c'est le moment. Oui, messieurs les enseignants. Oui, oui, c'est bien, c'est le moment. J'ai pas été trop long, non? Non, c'est Alors, donc il y a un livre, hein, si vous voulez savoir.